ravi d'être parmi vous pour animer cette table ronde autour de la transformation de la médecine par l'impression 3D. Donc, je suis Rémi Teston, je suis consultant digital, expert e-santé, fondateur du média Buzz e-santé. Et j'ai le plaisir d'animer cette session avec trois intervenants. Donc avec Franck-Michel Bouchot, qui est partner account manager chez HP 3D Printing. Nous avons également le docteur Alexandre Lelouch, qui est chirurgien plasticien à Paris, mais également chercheur aux États-Unis, à la Harvard Medical School et Cedars-Sinai. Et puis nous avons le docteur Marc-Olivier Gossy, qui est chirurgien orthopédiste au CHU Nice et également directeur de l'unité ICAR à l'INSERM, avec beaucoup d'autres aussi casquettes comme tous les intervenants. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce sujet de l'impression 3D qui finalement est dans l'air depuis un certain nombre d'années et qui était avant beaucoup réservé au monde de la recherche, assez confiné, et qui s'ouvre de plus en plus à d'autres secteurs, et notamment le domaine de la santé. On le voit notamment, ça offre des opportunités assez intéressantes au niveau de la formation des professionnels de santé, au niveau de la simulation chirurgicale ou de la conception finalement d'implants, de prothèses, ou allant encore plus loin vers de la médecine régénératrice. Alors on voit beaucoup de choses se passer avec de la personnalisation au niveau des prothèses et des implants à partir finalement de la morphologie de chaque patient. Donc ça, on pourra en parler avec le docteur Gossy, notamment en orthopédie, où c'est quelque chose de très intéressant. Il y a la fabrication aussi de dispositifs médicaux. Par exemple, le monde des dentistes sont ceux qui se sont le plus vite emparés de cette technologie pour énormément de solutions. Il y a tout le matériel respiratoire. Évidemment, on l'a évoqué, les semelles orthopédiques. Pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup aussi d'impression de matériel au sein des hôpitaux pour combler le manque de matériel. Donc un usage finalement assez diversifié. Et si on s'intéresse un petit peu à ce marché, on s'aperçoit que c'est un marché aussi qui est grandissant en termes d'investissement, puisque en 2024, on estimait que le marché était autour des 3 milliards de dollars, sachant que environ 50% de ce marché se fait aujourd'hui aux États-Unis. Donc il y a encore un retard dans les autres continents, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et environ 40% de ce marché se fait aujourd'hui sur les prothèses et sur la partie orthopédique. Alors pour commencer, peut-être, je vais vous demander à chacun si vous pouvez tout simplement vous présenter et en quelques mots me dire ce que vous évoque voilà, ce sujet de la transformation de la médecine par l'impression 3D. Si vous voulez commencer, Franck-Michel. Bonjour, Franck Bouchot. Donc moi je représente HP. On est fabricant de machines d'impression 3D, de fabrication additive. Donc je ne suis pas le mieux placé pour parler des applications parce que ça va... Chez nous, on a des clients aussi bien du domaine du médical que dans l'automobile ou dans d'autres activités comme ça. Donc, je vais laisser la parole aux autres intervenants. Bien, merci. Donc, Marc-Olivier Gossy, chirurgien orthopédiste. Alors, je suis spécialisé en chirurgie de l'épaule. Vous savez qu'en orthopédie, on se spécialise par articulation. Et aussi en traumatologie, c'est-à-dire les patients qui sont victimes d'accidents de la vie, accidents de la route, des chutes, etc. Et qui donc vont devoir bénéficier d'une chirurgie pour réparer leurs fractures. Et donc dans le cadre de aussi ma fonction de directeur d'unité INSERM à Nice sur la chirurgie computationnelle et augmentée. Alors computationnelle, c'est ce qui va de la donnée jusqu'au jumeau numérique, en passant par les modèles géométriques et biomécaniques. Et puis la chirurgie augmentée, c'est ce qui est en aval, c'est-à-dire l'application de ce jumeau numérique et de sa planification, la préparation préopératoire au bloc opératoire avec l'application via des robots, la navigation, des lunettes de réalité augmentée et puis l'application avec l'impression 3D et l'utilisation de cette technologie à la fois soit pour faire des modèles préopératoires, c'est-à-dire pour localiser des lésions ou pour identifier quelles vont être les étapes de réduction d'une fracture et puis ensuite fixer et simuler une fixation avec ces modèles 3D qui aujourd'hui nous permettent aussi d'avoir une approche biomécanique, c'est-à-dire de résistance du montage. La deuxième application, c'est l'instrumentation patient spécifique, c'est-à-dire d'avoir au bloc opératoire des instruments qui nous permettent d'être précis et spécifiques aux patients et même de pouvoir, par exemple, préforer des trous pour pouvoir ensuite permettre une réduction parfaite à l'aide de systèmes d'ostéofixation ou dans le cadre de prothèses, et en particulier, donc je vous disais, prothèse d'épaule, qui est mon domaine d'intérêt particulier, de pouvoir positionner au mieux les implants
une fois qu'on a fait la planification qui, elle, nous aide dans la prédiction des mobilités, etc. Et puis le dernier point, c'est justement les implants patients spécifiques. Alors ces implants patients spécifiques sont évidemment uniquement faits par des partenaires qui sont industriels et qui utilisent aujourd'hui l'impression 3D métallique. C'est-à-dire qu'avant, on avait les systèmes de forge, on forgeait les implants. Aujourd'hui, ils peuvent aussi imprimer et faire ce qu'on appelle, par exemple, du trabécular métal, c'est-à-dire des structures un peu stochastiques, c'est-à-dire un peu faites au hasard, ce qui permet de stimuler et de favoriser la croissance osseuse et l'intégration des implants. Et donc, c'est toute cette chaîne qui utilise aujourd'hui l'impression 3D, et on verra peut-être par la suite les applications. Alexandre ? Merci Rémi. Donc, bonjour à tous, moi je suis Alexandre Lelouch, je suis chirurgien, plasticien et chercheur. Merci beaucoup Rémi pour l'invitation et pouvoir parler de ce sujet qui me touche beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est l'impression 3D, au-delà du mot, c'est vraiment un changement de pratique, non seulement en termes cliniques mais de recherche. Moi je vois ma vie vraiment entre deux, c'est-à-dire vraiment le côté médical patient et le côté recherche pour vraiment trouver de nouveaux traitements. Et en fait l'impression 3D est en train de vraiment de bouleverser notre pratique. Alors déjà du point de vue clinique, aujourd'hui qu'est-ce qui existe nous en chirurgie plastique ? Donc chirurgie plastique c'est vraiment la reconstruction des corps qui va d'un brûlé, d'un accident de la voie publique, etc. Donc un peu comme mon collègue orthopédiste, eh bien, lui il reconstruit vraiment l'architecture, la structure. Nous, ça va vraiment être la perte de substance. Et souvent, d'ailleurs, on travaille ensemble avec les vasculaires parce qu'on n'a pas le même maillot, mais la même passion. Et en fait, nous, on se sert beaucoup pour les guides de coupe. Dès qu'on fait de la chirurgie reconstructrice, eh bien, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas reconstruire une mandibule chez une femme d'1,50 m ou un homme d'1,90 m. Et en fait, tout ça, c'est que la planification préopératoire est vraiment le design parfait des pièces manquantes, on va dire, en tout cas de la partie anatomique manquante du patient. Et bien avant, c'était plutôt quelque chose c'était plutôt l'expérience du chirurgien, c'était plutôt sa façon de voir le patient en 3D. Et donc du coup, c'était vraiment un sens clinique qui était très développé, qui prenait des années et des années de pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'impression 3D, vous avez les scanners, on peut faire des guides de coupe, les ostéotomies. Et c'est vrai que ça a changé non seulement la méthode de mon confrère orthopédiste, mais nous aussi, quand on veut faire des lambeaux avec des petites parties osseuses, par exemple, eh bien, on peut faire ça. Aussi, pareil pour les implants. Alors, il y a beaucoup d'implants qui peuvent être faits par impression 3D, toujours pareil, parce que grâce au scanner, on peut exactement voir qu'est-ce qu'on veut faire. Et enfin, la deuxième partie, plus côté recherche, et c'est là où j'aimerais un petit peu qu'on rêve ensemble pour vous emmener un petit peu dans cet univers que là, on parle beaucoup d'impression 3D, donc de matériaux en fait, non viables, on va dire, mais il y a le côté en fait bioimpression. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui va vraiment changer, en particulier ma spécialité où on veut remettre de la peau, remettre des tissus viables. En fait, on va pouvoir... Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait l'objet vraiment de recherches intenses. Eh bien, on va pouvoir, on espère bientôt, recréer de la peau, du muscle, de l'os en laboratoire. Et en fait, surtout, arrêter une des chirurgies qui est aujourd'hui le gold standard en chirurgie plastique, c'est les lambeaux. Aujourd'hui, vous savez que si jamais vous voulez, par exemple, refaire un sein après un cancer, ou si vous voulez couvrir une perte de substance, eh bien, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire, vous prenez un bout de tissu que vous avez en excès, par exemple le ventre ou la cuisse, et vous allez couvrir la perte de substance. Si demain, on a des bioimprimantes qui reproduisent eh bien, du tissu qu'on peut restaurer ad integrum le patient, eh bien, en fait, notre spécialité entière va changer. Et aujourd'hui, en fait, je pense vraiment le tournant de nous en tant que médecins et en tant qu'industriels, ça va être de se comprendre, de savoir comment on peut travailler ensemble pour l'intérêt du patient. Voilà. Et justement, peut-être avant de rentrer sur des cas d'usage concrets en médecine, c'est intéressant de comprendre aussi comment ça fonctionne. Franck, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la solution qui est proposée par HP, alors qui est plus sur le volet des prothèses, des implants, etc. Donc on a deux types de matériel, les matériels plastiques et métaux, qui fonctionnent grosso modo de la même manière. On va créer une pièce 3D par couche, comme ce qu'on a tous en tête avec les petites machines à fil, sauf que là on utilise de la poudre
Donc c'est des machines qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus industrielles que les machines à fil et beaucoup plus répétables surtout. Donc du côté plastique, on va utiliser des thermoplastiques type polyamide et aussi des plastiques souples comme le TPU ou le TPA. Si vous venez sur mon stand, vous verrez, on a des semelles de chaussures qui sont faites comme ça. Et en métal, on va trouver des métaux traditionnels, hein, le titane et puis l'inox principalement, puisqu'on est sur des procédés très industriels, donc gros volume. Donc on va plutôt sur des métaux qui sont courants. Donc voilà, à peu près comment ça fonctionne. Et après, au niveau des demandes, est-ce que c'est plutôt au niveau des orthopédistes, des chirurgiens dentistes? Quels sont les usages derrière? Alors les usages aujourd'hui, on est principalement sur tout ce qui est orthèse-prothèse, en plastique principalement, donc polyamide 12, un peu de polyamide 11 puisqu'il a l'intérêt d'être biosourcé et potentiellement biodégradable. Mais voilà. Ouais. Marc-Olivier, donc, on le disait, il y a un usage de plus en plus important en orthopédie. Du coup, quels sont les principaux usages aujourd'hui de cette technologie dans votre pratique? Eh bien, en fait, l'intérêt, c'est d'abord de pouvoir faire comprendre à la fois aux patients, mais aussi aux étudiants et aux futurs chirurgiens qui nous entourent, la façon dont on procède, sans être pour autant en bloc opératoire dans un système qui est contraint et dans lequel on ne peut pas prendre le temps de se poser et d'expliquer quelles vont être les étapes de la chirurgie, comment est-ce qu'on va s'y prendre, ou même de pouvoir expérimenter différentes options de réduction, notamment on parlait des fractures, mais aussi dans le cadre des prothèses, de pouvoir simuler aussi la taille des implants. Alors c'est possible de le faire d'un point de vue numérique, sur des modèles numériques, mais il peut nous arriver aussi d'imprimer des modèles pour, par exemple, sur des organes qui sont symétriques, sur l'os, par exemple le bassin. Quand vous avez une fracture du cotyle, hein, c'est l'articulation en rapport avec le fémur du côté de la hanche, eh bien, si vous prenez le côté contralatéral, vous faites le miroir de ce côté contralatéral et vous vous retrouvez avec un bassin sain, puisqu'on est symétrique, du moins beaucoup sur le membre inférieur, et donc on va pouvoir retrouver quelle était la forme saine du bassin avant de faire cette fracture, et pouvoir resimuler éventuellement une fracture ou modeler une plaque, puisque les plaques, en fait, aujourd'hui, on est souvent obligé de les modeler au bloc, c'est-à-dire de leur donner la forme qu'il faut au bloc opératoire. Donc ça prend du temps, le patient est sur la table, il y a des risques d'infection qui sont augmentés. Et donc le fait de pouvoir, en amont, simuler et surtout modéliser en fait, la plaque sur le bassin en impression 3D, ça permet de gagner du temps pendant l'opération. Donc ça, c'est un type d'application. Dans ma pratique en chirurgie de l'épaule, c'est de pouvoir en fait amorcer la position de l'implant. C'est-à-dire qu'on va avoir sur la glène, hein, la glène c'est sur la partie de l'omoplate, l'articulation, donc ça ressemble un petit peu à une petite cupule. Et en fait cette cupule, elle peut avoir des formes complètement différentes entre les différents patients, et notamment à cause de l'usure que représente l'arthrose. Et donc la problématique, c'est que quand on s'expose sur l'épaule, on a une vision que sur cette petite glène qui est toute petite, hein, qui a la taille d'une pièce de 2 €. Et derrière, il y a toute l'omoplate, mais évidemment, on n'y a pas accès pendant l'opération, parce qu'on ne va pas disséquer tout le patient et qu'on est sur des techniques de plus en plus mini-invasives. Donc le principe, c'est de pouvoir avoir un petit trépied qu'on va aller poser sur les bords de cette glène et de pouvoir avoir au milieu de ce trépied qui est imprimé en 3D sur mesure par rapport au patient, de pouvoir aller mettre la broche qui en fait va servir de point de départ de tout le reste de la chirurgie. Et le positionnement de la broche est stratégique parce qu'il y a 6 degrés de liberté, donc 6 incertitudes. Il a le point d'entrée avec le haut-bas, avant-arrière et la profondeur et la latérisation. Et puis vous avez ensuite la direction, c'est-à-dire que là aussi il y a encore 6 degrés de liberté. Et ces 6 degrés de liberté, à les conceptualiser dans sa tête, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir une vision en 3D et surtout, on n'a plus derrière toute l'omoplate qui nous permettait de nous dire on va viser dans cette petite voûte glénoïdienne qui est très fine, exactement au bon endroit. Et quand on sait que le risque de décèlement des implants, il est à peu près 10 degrés près, eh bien on se dit que l'œil humain n'a pas la capacité de pouvoir tirer de façon très reproductible, à la fois précise et juste,
au centre de la cible, et donc on a un fort risque en fait de décèlement. Et donc on avait publié en 2016 dans une des grosses revues de la chirurgie orthopédique la première série clinique qui montrait l'intérêt de la précision du tiré de ces broches justement, qui vont ensuite permettre le positionnement des implants dans la chirurgie, les prothèses anatomiques de l'épaule. Et donc aujourd'hui on en est au point où on évalue à distance, c'est-à-dire à presque plus de 10 ans aujourd'hui, la survie des implants pour voir si cliniquement il y a finalement un intérêt. Et être plus précis, c'est bien, mais est-ce que cliniquement ça apporte quelque chose? Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de démontrer la preuve clinique de ces nouvelles technologies qui, évidemment, ont un coût. Et du coup, vous êtes au CHU de Nice, est-ce que c'est utilisé aussi dans la formation? Alors, c'est utilisé dans la formation. C'est même utilisé aussi, quand je parle de formation, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux patients, parce qu'on forme souvent, on a dans l'idée de former les praticiens, mais les patients eux-mêmes ont besoin en fait, de comprendre ce qu'on leur fait. Alors pourquoi c'est utilisé? C'est utilisé à la fois, par exemple, par mes collègues de chirurgie maxillofaciale, parce que c'est vrai que c'est eux souvent qui se saisissent en premier de ces technologies. Pourquoi? Parce que la bouche, il y a des contraintes, on va dire, d'asepsie qui sont moindres, évidemment, que ce qu'on peut avoir en chirurgie orthopédique ou dans d'autres organes. Et donc, là-dedans, ils expliquent beaucoup plus facilement sur des mandibules, mais sans doute qu'Alexandre Lelouch l'expliquera peut-être mieux que moi. Et donc, la précision qu'il faut avoir pour pouvoir soit réduire une fracture, soit viser aussi dans certains muscles qui sont responsables du bruxisme aussi. Et donc, ça, on l'utilise beaucoup. On l'utilise aussi pour les patients et notamment, je pense à un cas d'usage qui est assez intéressant, qui n'est pas forcément technique, mais qui permet, à partir d'une image en 3D qui représente la forme du fœtus chez les patientes qui sont enceintes, eh bien, de reconstituer en fait, la forme, le visage, et notamment, ça a été démontré par une autre équipe qui n'est pas à Nice, mais pour les patientes aveugles, de manière à ce qu'elles puissent reconnaître le visage de leur fœtus dans le ventre, évidemment, à un stade avancé de la grossesse. Donc vous voyez, il y a aussi un aspect qui est psychologique, qui est important. Donc sur beaucoup de points de vue, on peut en avoir usage. Et évidemment, c'est utilisé au laboratoire d'anatomie aussi, pour pouvoir simuler des chirurgies pour la neurochirurgie, notamment la chirurgie de l'hypophyse, notamment aussi en ORL. Il y a des cas d'usage aussi. Et donc en chirurgie orthopédique, comme je vous en parlais, au laboratoire d'anatomie, on a beaucoup de ces effets qui permettent aussi d'épargner les donneurs, les corps qui sont donnés par les donneurs au laboratoire d'anatomie. Donc à chaque cas d'usage, finalement, on a un niveau de technique qui s'adapte à ce qu'on veut enseigner finalement. Merci Marc-Olivier. Du coup, Alexandre, en préparant cette table ronde, vous m'avez beaucoup parlé de la peau artificielle et des travaux que vous avez menés autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros débat en médecine régénérative. C'est-à-dire qu'on a envie d'utiliser tout ce qui est imprimante, bio-imprimante 3D dans la recherche. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée, surtout en tant que praticien, qu'on arriverait à éduquer, on va dire, un ordinateur pour pouvoir générer la pièce d'intérêt, donc la peau artificielle ou le membre manquant, etc. Et donc, en fait, on a vraiment une sorte de dichotomie, de combat entre la culture 2D et la culture 3D avec impression 3D. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est qu'aussi, il faut avoir un peu une relation un peu au coût, de combien ça coûte de faire ce genre de recherche, et est-ce que cette technologie aussi, elle pourrait marcher dans un système de santé. Je prends justement l'exemple de la peau artificielle. Rapidement, c'est que la peau artificielle, la peau, c'est quelque chose de simple à modéliser. En gros, on a deux couches, on a l'épiderme et le derme. C'est ça, généralement, qu'on reconstruit quand on fait une peau artificielle. C'est vraiment... Je ne parle pas des glandes annexes, le poil, etc. Ce qui compte quand on a une peau artificielle, c'est quelque chose qui fait barrière. C'est ça qui compte. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a vraiment deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école, en fait, de faire ça en 2D, c'est-à-dire les cultures cellulaires qu'on a eu l'habitude de faire, et qui donnent des très bonnes structures anatomiques, des très bonnes structures. Et il y a le fait de faire, comme certaines compagnies comme Poietis, qui vont faire de la bio-impression 3D pour faire des peaux. Et il y a aussi des compagnies similaires aux États-Unis, mais qui coûtent beaucoup plus cher et qui reprennent de plus gros investissements. Et c'est vrai que ça, c'est un exemple, et c'est intéressant aussi en tant que clinicien de se dire, quand on veut faire une technologie, in fine, combien elle va coûter pour notre patient. Vous savez que la peau artificielle, ça existe depuis les années 80 par le modèle de Bell. Et aujourd'hui, on est en 2025 et on n'a toujours pas de peau artificielle qui est facilement accessible aux patients. Aujourd'hui, quand on parle de peau artificielle, c'est des peaux dérivées de patients. Ça veut dire que
Vous avez le patient, il donne sa peau, un petit bout de peau au laboratoire, donc il y a un transport, il y a une culture cellulaire, ils font la peau, ils remettent ça sur le patient. Pour couvrir un bras en entier, en moyenne, on parle de 100 000 € en moyenne pour les frais de faire quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça représente beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien de se concentrer sur le côté technologique, mais on doit quand même avoir conscience de ça. Et donc, en fait, dans le côté technologique, eh bien, le côté immunologique et le côté, on va dire, architectural, aujourd'hui, est vraiment pris en compte. Et donc c'est pour ça que dans l'hypertechnologie, en particulier avec les bioimprimantes, il faut savoir, nous, quelle va être la meilleure technologie qui va pouvoir mise en clinique, on va dire à moindre coût, pour qu'on puisse vraiment utiliser. Parce que si on développe des technologies très très chères et qu'on ne peut pas les utiliser, en fait, c'est un pavé dans la mare, quoi. Alors c'est vrai que derrière ce côté du coût, finalement, il y a aussi pas mal d'autres défis importants, et notamment les enjeux réglementaires. Tout ce qui va être sur la propriété intellectuelle finalement des solutions, la protection, la responsabilité, la sécurité aussi, et l'impact aussi environnemental qui rentre aussi dans les critères aujourd'hui qui sont importants. Parmi les enjeux, il y en a beaucoup d'autres, notamment au niveau de l'adoption. Marc-Olivier, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez utilisé par vos collègues de plus en plus ? Alors oui, c'est quelque chose qui prend progressivement. Alors il y a aussi l'influence de la structuration aujourd'hui et de cette dynamique qu'il y a sur la création des plateformes qu'on appelle point of care, c'est-à-dire des hôpitaux qui structurent des plateformes d'impression 3D chez eux, qui deviennent vraiment des industries en fait sur place pour certains types d'impression. Évidemment que l'impression d'implants, des dispositifs médicaux implantables de classe 3, évidemment, ne peuvent pas être faits sur site. Par contre, avec la possibilité aujourd'hui de se doter d'imprimantes dans un cadre évidemment réglementairement contraint, mais qui permet de le faire, notamment pour des dispositifs de type 1 ou 2A, comme c'est le cas de l'instrumentation patient spécifique, les guides sur mesure qu'on utilise au bloc, en plastique, on en parlait tout à l'heure, les polyamides, eh bien, aujourd'hui, cette structuration fait qu'on démocratise progressivement l'utilisation de l'impression 3D. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que les industriels développent des cas d'usage qui sont très précis et souvent des cas d'usage qui s'appliquent à des implants. C'est-à-dire qu'il y a un implant, ça c'est la valeur centrale. On vend à côté en SaaS, c'est-à-dire une solution gratuite, une solution, un algorithme qui permet de faire un jumeau numérique et derrière qui permet d'imprimer par exemple un guide sur mesure. Et donc on a une chaîne mais qui est fixée, qui est silotée et de laquelle on ne peut pas sortir. Le fait d'avoir dans les hôpitaux, et j'en connais à Brest, on a aussi à Besançon, on a une très belle plateforme aussi, à Paris, à Nice, on est en train de la structurer aussi avec nos collègues de chirurgie maxillofaciale, d'avoir en fait ces plateformes-là, eh bien, ça nous permet aussi à nous de créer nos propres cas d'usage qui ne soient pas dépendants de l'implant final. Et donc, ça nous permet aussi d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, les ostéotomies, c'est-à-dire le fait de pouvoir réaxer les os dans le cadre d'une séquelle de fracture qui les ont laissés tordus, en fait, et donc de pouvoir mettre un guide qui va orienter la coupe, qui va permettre de redresser, de positionner la plaque à un bon endroit pour qu'on ait à la fin retrouvé l'anatomie normale. Par exemple, notamment dans le cadre des fractures de l'avant-bras, qui sont hautement dépendantes de la structure et de l'anatomie osseuse, eh bien, c'est des systèmes qui sont très utiles. Donc en fait, cette structuration de plateforme POC, Point of Care, permet aujourd'hui d'ouvrir le champ des possibles, encore une fois, et donc de pouvoir imaginer des cas d'usage de plus en plus importants, que ce soit pour imprimer finalement des modèles en 3D pour la pédagogie, pour le patient, que ce soit aussi pour aborder aussi des nouveaux cas d'usage, c'est-à-dire les fractures. Elles nécessitent 24 à 48 heures avant qu'on opère le patient, il ne faut pas attendre plus. Et donc, si on n'imprime pas sur place, eh bien, on n'a pas le temps d'acheminer, etc., tous ces dispositifs. Et donc là aussi, on a un gain de temps qui nous permet complètement d'adresser un nouveau type de pathologie. Et puis, d'un point de vue écologique, eh bien, quand on a un guide patient spécifique, il faut qu'il voyage très vite. Et donc, c'est en fait, c'est du transport ciblé, unique, et donc, en termes de coût carbone, eh bien, effectivement, c'est beaucoup plus élevé. Donc, toute cette logistique derrière est aussi très complexe. Ça correspond à ce qu'on appelle le toyotisme. C'est en gros, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur, il faut que le guide arrive au bon moment, qu'il soit parfait en termes de qualité, qu'il y ait le moins de formalités à remplir possible. Donc ça entraîne beaucoup d'étapes qui font que parfaitement la logistique doit être parfaite. Et donc ces impressions 3D, at the point of care, sont une solution à la fois pour de nouveaux cas d'usage,
pour prendre en compte cette logistique complexe, pour répondre aux enjeux RGPD et de données et aussi aux normes des dispositifs médicaux. Et donc enfin pour pouvoir traiter un maximum de cas et dans des délais raisonnables. Donc vous disiez, c'est vrai qu'on voit émerger ce type de plateforme, vous avez cité CHU de Brest ou Besançon, et il y a beaucoup de vertus positives finalement, on le voit en termes de coûts, d'empreinte carbone, etc. Franck, est-ce que de votre côté, du coup, vous voyez une demande croissante aussi face à ces usages qui augmentent ? Alors aujourd'hui, on a mis en place avec nos partenaires qui sont fabricants de polyamide tout un système de recyclage à la fois des poudres usagées et des pièces usagées. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et fondamental pour le business de la 3D, pour l'écosystème de la 3D en général. Et quelles seront pour vous les prochaines évolutions finalement de l'impression 3D ? Est-ce que vous travaillez déjà sur des nouveaux modèles ? Sans trahir de secret, évidemment. Ouais. Non, évidemment. Oui, HP a pour vocation de faire de la R&D sur ses produits constamment. Les prochaines évolutions pour nous, c'est réduction de la consommation énergétique. Comme nos machines sont des gros grille-pains, il faut arriver à réduire cette consommation d'énergie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et puis, continuer à accélérer aussi la vitesse de production. Très bien. Alors, on l'a un peu effleuré le sujet tout à l'heure avec Alexandre sur le bioprinting. Alors, je rappelle, bioprinting, pour schématiser au plus simple, c'est finalement une impression avec des cellules vivantes et non pas de l'encre, en gros. Alexandre, du coup, vous avez beaucoup fait de travaux sur la décellularisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors le concept de décellularisation est assez original, donc ça des années 2009. Où il y a les premières publications, en fait, c'était donc à l'université d'Harvard, où en fait ils ont montré que c'est quoi un cœur, c'est quoi un rein, c'est quoi un foie, c'est un bout de tissu avec une matrice. Et en fait, on peut isoler les cellules et la matrice. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on fait une greffe, eh bien, ce qui est immunogénique, c'est les cellules, c'est pas la matrice. A priori, on a tous ici dans la salle la même matrice. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, les laboratoires, quand ils font de l'acide hyaluronique, il n'y a pas de rejet. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'on appelle la matrice. Et donc, aujourd'hui, on a toujours voulu créer des organes depuis 25, 30, 40 ans. Plein de scientifiques se sont penchés. Ils ont essayé de prendre des cellules souches, essayer de les faire transformer en organes. On n'y arrive pas parce que c'est trop compliqué. Les signaux extracellulaires sont très complexes. Et donc, du coup, on a pris le problème par l'inverse. Au lieu de prendre une cellule souche qui va devenir un organe, on s'est dit on va créer l'organe et on va le recellulariser. Ça veut dire qu'on va maîtriser en fait l'environnement extérieur. Si vous voulez, c'est comme si vous avez une voiture et vous prenez vraiment la carrosserie et vous mettez, et les cellules, ça serait les passagers à l'intérieur. Et donc c'est ça la décellularisation et recellularisation. Et donc concrètement, c'est quoi ? C'est qu'on va prendre un rein, on va prendre une main, on va prendre des choses comme ça, on va mettre dans un bioréacteur. Ça veut dire qu'on va brancher l'artère et la veine. L'artère, c'est l'influx de sang qui permet de nourrir l'organe. Et le réseau veineux, c'est ce qui permet d'enlever les déchets, etc. Donc c'est in and out. Et donc, la décellularisation, pourquoi c'est important ? C'est qu'on va pouvoir étudier en fait des matrices décellularisées, c'est-à-dire vraiment comprendre comment marche le corps humain, c'est-à-dire un foie, comment c'est fait, un cœur, etc. Et donc l'enjeu d'avoir un organe décellularisé, c'est-à-dire vidé de toute substance, de toute cellule, eh bien ça va être de recellulariser. En fait, l'enjeu des bioimprimantes, ça va être d'avoir un organe compatible, surtout qui marche et qui puisse être vascularisé, c'est-à-dire nourri. Et aujourd'hui, c'est le principal problème des bioimprimantes, c'est qu'on ne comprend pas bien comment marche la vascularisation, en fait, d'un organe ou de la peau, etc. Et donc aujourd'hui, et ça je pense, ça c'est un avis un peu personnel, c'est que je pense que on arrive à avoir beaucoup d'argent dans des gros financements pour des projets de bioimpression, mais le problème c'est qu'on se lance dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore complètement, c'est-à-dire comment un organe est vascularisé. Et aujourd'hui, toutes les études de décellularisation, ça monte à montrer, juste un exemple, un petit bout de peau, combien d'artères vascularisent ce petit bout de peau, avec quelle pression, avec quel réseau elle fonctionne, est-ce que si on en bouche un, est-ce que ça marche avec l'autre. Et vous voyez, c'est tout ce projet d'optimisation qui fait que, en fait, la bioimpression pourra vraiment être mise en place quand on aura vraiment compris la physiologie humaine vraiment des tissus. Vous voyez, la décellularisation, ça date de 2009, donc c'est assez récent.
Et donc, à mon avis, les deux technologies vont progresser main dans la main. Mais en tout cas, la désaturation, ça c'est aussi du point de vue chirurgien, c'est que par rapport aux industriels, c'est que nous, on a, on va dire, accès au corps humain. On a accès au cadavre, on a accès à ces choses-là, que les industriels n'ont pas. Et donc aujourd'hui, ça va être la compréhension de la physiologie humaine, plus, on va dire, la coordination avec des compagnies, parce que nous, en fait, on pourra, s'il n'y a pas cette collaboration, alors quand je dis compagnie, c'est compagnie, docteur et faculté. Je dis ça surtout pour mon confrère. Et c'est ces trois choses-là qui fait qu'on va mettre en place des innovations sur le patient. Et du coup, le bioprinting, vous pensez que ça a un avenir à moyen, court terme, ou il faut attendre encore du coup Long terme. Le bioprinting, pour moi, c'est long terme. Très bien. Alors, on va déjà arriver proche de la fin de cette table ronde. Alors, peut-être, Franck, en un mot, quel serait le message que vous voudrez faire passer autour de ce sujet de l'impression 3D, ou un mot de conclusion simple? Pas facile, ça. Par rapport à vos enjeux, vos objectifs? Non, nous aujourd'hui, un des freins, c'est surtout tout ce qui est en amont, c'est-à-dire tout ce qui est fichiers 3D, qui sont pas si on pense aux orthèses-prothèses, aujourd'hui les orthoprothésistes, ils travaillent beaucoup avec leurs sensations, leurs mains, et quand ils créent des prothèses, ils les créent vraiment... c'est assez sensuel la façon dont on va créer une prothèse. En 3D, on fait un scan, il n'y a pas d'information de matière molle, de matière dure, de ressenti. Et c'est là, à mon avis, la prochaine étape, c'est surtout au niveau des logiciels, comment les orthoprothésistes vont pouvoir renseigner le scan 3D avec justement leur ressenti. Et une fois qu'on aura fait ça, là on franchira un vrai gap et ça ira beaucoup plus vite. Merci Franck. Marc-Olivier, un mot de conclusion? Oui, bon, je dirais que c'est l'intégration, c'est intégration le mot. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre des nouveaux métiers qui avant n'existaient pas à l'hôpital, on intègre des nouvelles technologies qui en fait nous permettent d'accéder à des indications qui hier n'existaient pas et ne pourraient pas exister sans cette technologie, parce qu'il y a une question à la fois de rapidité d'exécution, mais à la fois de précision, qui fait que ça nous oblige aussi à mieux comprendre ce qu'on fait. Et ça intègre aussi, pourquoi? Parce que ce sont ces fameuses plateformes technologiques, et je ne dis pas ça pour faire de la publicité pour la conférence qu'on fera tout à l'heure à côté sur le stand WhatsApp Doc, mais c'est ces plateformes transversales qui, structurées, permettent de rassembler à la fois le monde du soin, de l'enseignement et de la recherche, qui sont des plateformes qui vont servir de façon ubiquitaire à tous ces acteurs-là en même temps. Et donc il faut aussi se mutualiser ensemble, mutualiser les coûts qui sont importants, mutualiser aussi les énergies, parce que effectivement il y a des enjeux, des contraintes RGPD, etc., et de certification qui sont importantes, mais à la fin, ça sert à tout l'écosystème. Et donc c'est important de se poser là-dessus, de se parler, à la fois entre confrères, parce que, eh bien, encore une fois, effectivement, il faut voir les cas d'usage de chacun, mais aussi avec des personnes avec qui, avant, on n'avait pas l'habitude de parler, des ingénieurs, des industriels, on avait l'habitude de parler, mais pas sur une structuration locale. Et donc, je pense qu'effectivement, le mot, c'est intégration. Alexandre, un mot de conclusion? Oui, moi aussi, je vais dans ton sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une nouvelle ère, et c'est vrai que pour donner un message vraiment, on va dire du point de vue médical utilisateur, ça va être vraiment ce qui va être clé à mon avis pour nous, mais je pense que c'est vraiment notre boulot en tant que docteur, c'est-à-dire d'intégrer dès la formation initiale comment on fait pour innover, en particulier avec la bioimprimante. C'est-à-dire qu'on voit être chirurgien en 2025 ou en 2050 ne sera clairement pas le même métier. Et c'est vrai qu'en fait, on doit mettre ça dans la place de nos jeunes pour lesquels j'en fais partie, et bien que quand vous faites de la chirurgie, il faut comprendre comment marche un logiciel, comment marche une bioimprimante, comment marchent les encres, etc. Parce que si on ne fait pas comprendre ça aux médecins, comment marche cette technologie, en fait, on ne pourra pas progresser ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attitude, on va dire, exclusive de la pratique médicale, de ceux qui créent la technologie, etc., et je pense que c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre qu'est-ce qui existe au niveau technologie et qu'est-ce qu'on applique sur nos patients.
Cette différence, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème en fait de discussion. Et je vais finir par ça. Je voudrais remercier Made in Tex pour pouvoir justement rassembler le grand public, des chercheurs et des médecins pour qu'on parle le même langage. Parce qu'au final, pourquoi on veut faire ça? C'est pour l'intérêt du patient. Et si on voit tous l'intérêt du patient, eh bien, on est obligé de donner la main pour pouvoir justement mettre en place une technologie, parce qu'on sait, elle ne sera pas que médicale, pas technologique, elle sera tout ça ensemble, et c'est pour ça que la discussion est avancée ensemble. Et voilà, la formation initiale, pour moi, c'est le principal, parce que dès qu'on a franchi cette formation initiale, après, c'est très, très, très compliqué. Merci. Alors je retiendrai en termes de synthèse que finalement l'impression 3D est de plus en plus présente aujourd'hui dans le domaine de la santé. On le voit dans la dentisterie, on le voit au niveau de l'orthopédie, des prothèses. Et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, il y a ce besoin finalement de mutualisation, de collaboration entre tous les acteurs pour faire en sorte que ça se développe encore plus. On voit que les usages augmentent. On a parlé des plateformes qui émergent dans les CHU et différents usages qui existent aujourd'hui. Et puis il y a cet essor du bioprinting avec encore des limites. Donc on verra, comme disait le docteur Lelouch, plutôt peut-être sur le long terme. En tout cas, c'est quelque chose qui est déjà présent et qui va évoluer. Alors il nous reste 5 minutes. Si certains veulent poser des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Bonjour. Dans le modèle Point of Care, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'impression 3D et le sujet, avant l'impression 3D, de la conception du fichier 3D. En pratique, aujourd'hui, comment ça marche? Qui fait ce fichier 3D? Est-ce que c'est les praticiens? J'en suis un, je ne le vois pas. Est-ce que c'est internalisé ou est-ce que c'est externalisé? Et c'est quoi l'avenir de cette conception 3D dans ce modèle-là? Alors, c'est effectivement possible dans la preuve de concept que ce soit le praticien qui le fasse, mais effectivement, ce n'est pas soutenable après, à long terme, et dans l'existence, en tout cas, d'une plateforme fonctionnelle avec une valorisation aussi de cette plateforme. Aujourd'hui, il faut encore une fois bien comprendre que ces applications qui vont au bloc, sont le robot, la navigation, l'impression 3D, la vision augmentée, sont toutes issues d'une seule entité qui est le fameux jumeau numérique. Et donc ce jumeau numérique, il faut le créer. Et donc c'est tout l'enjeu de la recherche de la thématique de mon laboratoire. Aujourd'hui, ce sont des ingénieurs, ce sont des chercheurs qui travaillent à l'élaboration de ces jumeaux numériques. Il y a des industriels aussi qui en ont fait une spécialité. L'utilisation, on n'a pas prononcé le mot, de l'intelligence artificielle va permettre effectivement d'automatiser un maximum ces process pour qu'à partir d'une donnée, par exemple scanner, puisqu'on utilise beaucoup dans le scanner, on puisse savoir justement ce jumeau numérique qui va être élaboré de façon le plus rapide et le plus précise et performante possible. Mais derrière, évidemment, il faut qu'il y ait un technicien, une maintenance, un ingénieur qui soit disponible, qui soit présent sur ces plateformes. Et donc, qui dit ressources humaines, dit valorisation. Donc, il faut arriver à trouver dans les établissements, et c'est tout l'enjeu notamment du réseau 3D Print donc national, qui est l'idée aujourd'hui par Delphine Prieur, qui est à la PHP, de pouvoir trouver des modèles à la fois pour avancer sur les problématiques de réglementation, mais aussi pour avancer sur des aspects de valorisation, parce qu'on ne peut pas rester dans l'amateurisme, et il faut absolument qu'on arrive à faire des circuits dans lesquels on produise des dispositifs qui sont ensuite utilisés comme des unités d'œuvre et donc valorisés comme tels au sein de l'hôpital, qui devient une mini-factory en fait, un dispositif, et donc à la fin qui permet d'embaucher aussi ces fameux nouveaux métiers dont je parlais tout à l'heure, et donc de rendre pérenne ce type de technologie dans un hôpital. Merci Marc-Olivier. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vous en prie. Merci beaucoup pour ces interventions. Je me posais la question, toutes ces nouvelles technologies d'impression 3D, de thérapie cellulaire, l'évolution va se faire au sein des institutions, au niveau des hôpitaux. C'est eux qui vont s'équiper à faire des salles blanches ou on sera obligé d'externaliser par des industriels? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je pense que ça va être les ARS de région qui vont pouvoir... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à Paris, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a l'AP-HP qui est un des plus grands employeurs de France et c'est vrai que beaucoup de technologies
par exemple le robot urologie, et on voit de plus en plus aussi tout ce qui est thérapie cellulaire avec l'automatisation qu'on a par exemple pour les bilans biologiques. Et à mon avis, pour tout ce qui est... Et d'ailleurs, on a une vraie plateforme à la PHP avec le professeur Konsari qui a mis en place des imprimantes 3D dans le service qui dépendent directement de l'hôpital. Donc la réponse, oui, ça sera sûrement les hôpitaux qui vont pouvoir investir et faire des plans d'organisation de ce système-là. Après, l'autre question va être finalement le personnel qui va s'occuper de ça avec les ingénieurs, etc. Il faut savoir que dans cette profession, et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que beaucoup d'ingénieurs vont dans le privé. Et c'est vrai que c'est très dur de retenir des profils comme ça. Et ça, c'est vrai que mais ça, c'est valable pour toute l'université de façon globale. Et tu me diras si tu me contredis sur ça. Mais c'est vrai que ça va être un enjeu, à mon avis, stratégique, surtout pour les hôpitaux. Évidemment, les problématiques françaises sont différentes des problématiques américaines ou chinoises qui ont vraiment vu, à mon avis, suivant les systèmes, des partenariats publics-privés. Et ça, effectivement, je pense que pour mettre en place ce genre de technologie, il y aura un refondement de ce système-là pour savoir comment on absorbe ces coûts-là, parce qu'effectivement, on a parlé un petit peu des coûts, mais l'impression 3D, c'est très cher. Surtout, je ne parle même pas des bio-imprimantes 3D, où on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. On arrive du coup au terme de cette session. Merci d'avoir assisté. Si vous avez d'autres questions sur l'impression 3D, donc on est présent à la sortie de la conférence, n'hésitez pas. Merci beaucoup.